On va attaquer cette troisième table ronde de l'après-midi pour ceux qui ont survécu aux deux premières. Sur un thème, enfin, voilà, pour finir notre parcours sur le thème MedTech, qui était un thème qui avait finalement été assez peu au cœur de nos discussions l'année dernière. Et donc on a souhaité cette année prendre un peu plus de temps pour l'explorer. Et donc vous arrivez à fin de parcours. Donc au moment où il faut illuminer les foules avec des conclusions fortes et des propositions stimulantes pour le futur. Donc on a évidemment constitué le panel en mesure de répondre à ce défi. Et merci infiniment de participer. Alors pour faire les présentations rapidement, mais Alain va porter le regard un peu décalé d'un Québécois présent en France qui a une expérience sur ces questions-là, et je le laisserai présenter plus avant côté Québec. Rémi porte le regard investisseur côté Supernova. Lise dirige l'AIS et donc à ce titre est censée être omnisciente et omnipotente. Voilà. Anouk Trancard portera le regard du côté du SNITEM et des acteurs industriels. Et puis Stéphanie côté Harris et donc Vision Recherche en Santé. Ce qui fait quand même plein de points de vue assez complémentaires. Alors je vous propose de commencer peut-être par juste un petit rebond. Alain, vous avez la gentillesse de participer à une partie de l'après-midi, d'écouter, j'espère, avec un peu d'intérêt ce qui s'est dit. Peut-être pour lancer la discussion sur ce que les écarts dans ce que vous avez entendu entre ce que vous connaissez côté canadien et notamment québécois. Comment vous prenez ces différences-là et est-ce que vous avez quelques conseils à nous donner ? Alors tout d'abord, merci beaucoup Nicolas, merci pour cette invitation. Bonjour tout le monde. Effectivement, je viens de Montréal, du Québec, où j'habite depuis à peu près 20 ans. Ça fait à peu près 12 ans que je suis dans le soutien à l'industrie des technologies médicales. Donc aussi bien au niveau de la fonction publique, je travaillais au ministère de l'économie, de l'innovation, et plus récemment, donc plus proche des entreprises, donc dans une organisation qui s'appelle PME Montréal. C'est l'équivalent de votre BPI, mais au niveau local, donc pour la ville de Montréal. Donc on offre du financement et de l'accompagnement. Et spécifiquement, je m'occupe du secteur des sciences de la vie. Donc pour répondre à la question, je suis très contente de constater qu'on a beaucoup de points communs. On n'est pas juste cousins entre la France et le Québec, on a vraiment les mêmes réalités au niveau des technologies médicales. Il y a plusieurs points que je notais, notamment au niveau réglementaire. La particularité du Québec, étant donné qu'il s'agit d'une province, on est dépendant finalement d'une législation au niveau fédéral. Donc il s'agit de Santé Canada qui va s'intéresser à la question des dispositifs médicaux. Donc on est dans une situation où le Québec est au même titre que les autres provinces, finalement tributaires de décisions qui viennent d'Ottawa. Donc au niveau des dispositifs médicaux, on a, comme en France finalement, on va dire, des exigences qui se sont de plus en plus renforcées en termes de dispositifs médicaux, de l'approbation. La particularité qu'on a au Québec, c'est que très tôt dans le développement d'un dispositif médical, on va avoir cette mobilisation de l'écosystème qui est faite. Quand je parle d'écosystème, ce sont les différentes parties prenantes que vous connaissez très bien, les partenaires académiques, on a également évidemment le réseau de la santé, on parle d'environ 22 au Québec, 22 institutions, et on a cette, donc, on va dire, facilité, même si c'est quelque chose qui a pris énormément de temps, c'est de préparer finalement la commercialisation dans les phases en amont au niveau de la recherche, mais surtout au niveau de la validation scientifique des dispositifs médicaux, de le faire en collaboration, donc de manière vraiment sous forme finalement de partenariat, souvent des partenariats académiques et industriels. Sur l'aspect évaluation, qui est un aspect très intéressant et très important, surtout au niveau des dispositifs médicaux, on s'inspirait, on a créé un organisme au Québec qui est basé essentiellement sur le NICE au UK, qui, dans un premier temps, s'occupait essentiellement de l'évaluation des médicaments. Dans un deuxième temps, évidemment, avec l'avenue de nombreuses technologies au niveau médical, le NICE québécois, qui est l'INES, s'est transformé un peu en
en organisation d'évaluation de technologies de la santé, technologies innovantes en santé. On est encore dans cette phase-là de, je dirais, de perfectionnement, en tout cas, au niveau de la manière dont évidemment, on n'analyse pas des technologies médicales de la même façon qu'un médicament. Donc, présentement, il y a on va dire, des indicateurs qui sont développés par cette institution-là, qui sortent de la nature même de l'évaluation d'un médicament. On ne parle plus nécessairement de littérature scientifique, on parle vraiment de collaboration avec, cette fois-ci, des experts au niveau clinique et des personnes qui travaillent au ministère, donc au niveau administratif. Donc ces éléments-là sont assez intéressants dans l'approche que le Québec va avoir au niveau des dispositifs médicaux, parce que c'est une façon finalement de préparer à la fois ceux qui vont recevoir, donc les milieux preneurs qui vont recevoir les technologies, mais surtout les entreprises. Peut-être un petit dernier élément sur cet aspect-là d'évaluation. Depuis quelques mois de cela, au Québec, on a créé ce qu'on appelle le réseau d'évaluation en innovation en santé. Ce sont des organisations satellites au sein même du réseau de la santé québécois qui ont ce mandat-là d'évaluation en fonction on va dire, de thématiques ou de pathologies qui se retrouvent dans leurs hôpitaux ou dans leur établissement de santé. Et la manière dont ça s'organise, c'est que l'enjeu de la main-d'œuvre qui a été mentionné à la table ronde précédente est évidemment très présent au Québec également. Ce financement-là, puisqu'il y a un financement qui est associé avec le REIS, permet justement de créer une équipe spécifique pour l'évaluation des innovations. Et ces équipes-là, généralement, sont multidisciplinaires. Donc on va avoir des personnes aussi bien au niveau plus clinique, médical, on va avoir des économistes de la santé, on va aussi avoir des gens, par exemple, au niveau de l'hygiène, de la salubrité. Donc ça fait un petit peu le tour. Donc je regarde Nicolas avec cette pensée-là que finalement, on n'est pas si différent que ça. On a les mêmes enjeux qu'ici en France et on essaie de les aborder d'une façon, on va dire, innovante. Merci beaucoup, Alain. Je suis sûr que la structuration d'un réseau d'évaluation est quelque chose qui inspirera des réflexions à Lise. Je te voyais opiner, mais moi aussi en même temps. Et tu as un micro là. Et plus largement, comment tu vois, dans le cadre de la mobilisation publique actuelle, du mandat de l'AIS, de tous les sujets qui sont ouverts et que tu as ouverts, comment tu prends ces questions-là ? Je suis très très intéressée. D'ailleurs, j'étais en train de prendre des notes, effectivement, et je pense qu'il faudra qu'on se parle certainement pour confronter un peu les systèmes avec la France notamment. En tout cas, cette idée de la connexion au niveau du terrain et d'une évolution dans la façon dont les évaluations doivent être réalisées au vu du rythme auquel les innovations se développent et de leur spécificité au plus proche des usages. Ça, c'est vraiment un élément extrêmement intéressant. D'ailleurs, voilà, côté Agence de l'innovation en santé, on a vraiment à cœur de favoriser de façon générale les accès dérogatoires aux innovations anticipées le plus tôt possible, avec des conditions évidemment, et notamment la condition d'un recueil de données adapté, de données observationnelles, ce qui va de fait, avec les éléments qu'on a pu évoquer ce matin, notamment une évolution en matière de méthodologie de recherche et d'évaluation de la performance des données. D'ailleurs, je me tourne vers Stéphanie qui fait partie des groupes de travail qu'on a lancés sur les nouvelles méthodologies de recherche clinique. Donc tout ça est évidemment lié, mais c'est des sujets sur lesquels évidemment on capitalise côté de l'Agence de l'innovation santé pour permettre de faire des préconisations aux autorités de santé pour là encore faire évoluer cette façon dont à la fois le cadre juridique et réglementaire est organisé pour permettre la diffusion de ces innovations, mais aussi comment on évalue. Et c'est vrai que cette capacité qu'a le Québec d'évaluer au plus près des usages et de faire confiance aussi au terrain, je trouve ça extrêmement intéressant. Et évidemment, c'est une des préoccupations de l'agence d'être vraiment connectée au territoire et de faire aussi émerger des projets, y compris dans le cadre de France 2030 au niveau des territoires. Peut-être pour prolonger la discussion, en peut-être posant deux questions complémentaires. Comment vous voyez ces questions-là côté SNITEM et logique d'accès au marché Anouk, et quel regard du côté de nos amis investisseurs sur ces sujets?
Alors, bonjour à tous. Je vous laisserai répondre. Moi, je vais répondre avec, effectivement, en essayant de représenter l'ensemble de l'industrie des medtech, même si, effectivement, déjà, c'est très hétérogène. Vous avez des petites structures, des grosses structures. Mais la problématique, elle reste la rentabilité, que ce soit vis-à-vis d'un investisseur quand vous êtes une start-up ou vis-à-vis d'une grosse structure, vis-à-vis d'une filiale, où à un moment donné, il faut que votre technologie médicale, elle soit rentable. Et on l'entend vis-à-vis des start-up, c'est de plus en plus vrai. La rentabilité court terme, elle est là, et c'est un enjeu qui est majeur. Une fois qu'on a dit ça, en tant que développeur d'une nouvelle technologie, la première question, pour s'intégrer dans un système, est-ce que le système français il est facile, agile, lisible? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. C'est déjà le premier point, c'est j'ai besoin d'un système qui soit lisible. En gros, est-ce que les règles du jeu, elles sont claires, elles sont anticipables? Donc au niveau réglementaire, maintenant on a ce marquage CE avec le MDR qui arrive. La marche, elle est énorme pour les entreprises, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. On sait où on va, on sait le niveau d'exigence, il y a des investissements à faire, et toutes les entreprises, il faut qu'elles se mettent en ordre de marche pour être en conformité au regard de ce règlement. Donc ça, il y a une lisibilité, même si la marche, elle est élevée. Ensuite, il y a une question de lisibilité sur l'arrivée de tous ces DM numériques, en termes de sécurité d'interopérabilité. Alors tous les pays travaillent dessus, on en a parlé ce matin, cet après-midi. On ne pourra pas intégrer toutes ces solutions numériques dans le système si à un moment donné elles ne sont pas sécurisées et interopérables. C'est une réalité, on n'arrivera pas à les intégrer. Mais la réalité pour une entreprise, c'est que ça, pour le coup, pays par pays, c'est différent et c'est pas forcément lisible. Donc là, vraiment, il y a déjà une première question à se poser. Comment on fait en tant qu'entreprise pour se mettre en conformité au regard de la sécurité, l'interopérabilité, et puis c'est différent d'un pays à un autre. Et puis ensuite, il faut que ce soit lisible côté prise en charge. Quel est le niveau de preuve qu'il faut que j'apporte pour tel ou tel pays pour avoir une prise en charge? Et ensuite, est-ce que j'ai une prise en charge et à quel niveau de tarification? Et en fait, ces questions de lisibilité, elles sont majeures. Et deuxième point, non seulement le système il doit être lisible pour que ce soit compétitif, mais il faut qu'il soit agile. Parce que dans les medtech, encore plus dans les DM numériques, on l'a vu, les cycles de vie sont courts, les modes d'évaluation sont en train d'évoluer profondément, et il faut que le système, il s'adapte et très rapidement. C'est-à-dire que ces nouveaux modes d'évaluation, ils soient intégrés dans les guidelines et de la Haute Autorité de Santé, mais aussi du point de vue des acheteurs, et qu'il y ait une vraie agilité et qu'on avance tous en marchant. C'est-à-dire qu'on sera systématiquement sur les medtech et les dispositifs médico-numériques avec des systèmes où on ne rentre pas dans les cases. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment, on va avoir une multitude d'innovations qui ne vont pas rentrer dans les cases d'accès au marché, d'évaluation, et il va falloir qu'on trouve des solutions. Et je pense que collectivement, on a plein de solutions. La question, c'est qu'il faut que du coup, le système les intègre le plus rapidement possible. Donc voilà, lisibilité, agilité d'un point de vue d'un industriel. Et un dernier point, le caractère incitatif. Et je sais que l'AIS travaille aussi dessus, c'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise, quel intérêt j'ai à aller sur des voies dérogatoires dans un pays plutôt qu'un autre. Et ça, pour être compétitif, il va falloir qu'on repense aussi nos voies d'accès dérogatoires. Voilà. Juste avant de passer la parole à Rémi, peut-être du coup un petit rebond là-dessus. Pas du tout pour mettre Lise dans la position de devoir répondre au point de chacun, ce qui est quand même... Après, c'est la position de l'État. Mais juste, je trouve que le point que vous soulignez à l'instant, qui est de se dire il faut qu'on arrive à trouver un modèle de fonctionnement qui soit souple, réactif, qui sache traiter ce qui ne rentre pas dans les cases, c'est une question qu'on partage. Quelles sont les voies pratiques pour ça? Enfin, comment on peut imaginer essayer de répondre dans la mesure du possible, évidemment, mais à ce mouvement-là, je ne sais pas si tu as une idée, Lise, de la manière de prendre ça, si tu as des pistes, ou en termes de philosophie générale, mais comment tu vois cette question de souplesse versus des catégories qui émergent versus processus un peu organisé, un peu stabilisé?
À ce titre-là, c'est vrai que sur le médicament, en tout cas, on a un dispositif d'accès précoce à l'innovation qui existe, qui a ses limites évidemment, mais qui a le mérite quand même d'avoir permis à la France et aux patients français d'accéder à un certain nombre de médicaments quand même extrêmement innovants. Je pense notamment au Trodelvy dans le cancer du sein triple négatif. Voilà, il y avait des belles réussites grâce à ça. Probablement qu'on doit aujourd'hui aller plus loin et surtout capitaliser sur ce système pour permettre à d'autres types d'innovations, notamment l'EDM, le MedTech, mais aussi le numérique et les actes, puisque les actes aujourd'hui, qu'ils soient à visée diagnostic, prédictif, thérapeutique, sont un petit peu le parent pauvre aujourd'hui de l'accès à l'innovation, aussi parce que les actes ont la capacité de se diffuser, puisqu'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour un acte innovant aujourd'hui, hein, donc il n'y a pas de vigilance des actes entre guillemets, donc c'est peut-être un petit peu la différence par rapport aux autres typologies de produits de santé et de technologie. Donc aujourd'hui, moi je pense, et côté agence d'innovation, on serait fortement intéressé à permettre d'avoir un cadre effectivement qui couvre toutes les dimensions des technologies de santé innovantes. Qui permettent aussi de combler un certain nombre de trous dans la raquette, encore une fois, hein, que ce soit pour les dispositifs médicaux pour lesquels il y a notamment des marquages qui existent à l'international, mais pas encore en France, parce qu'il y a un sujet d'embolisation des organismes notifiés, donc évidemment avec les garanties de sécurité nécessaires et en lien avec les autorités de santé. Dans un certain nombre de cas, il devrait pouvoir être possible aujourd'hui d'avoir accès à ces innovations, de même pour les actes, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aller plus loin en permettant notamment de tracer les actes innovants, parce que ça, aujourd'hui, on ne peut pas le faire, ce qui veut dire qu'on ne peut pas récolter la data liée à ces actes innovants, qui se diffusent néanmoins de façon inéquitable et non contrôlée au niveau des territoires. Et puis permettre, en plus d'éviter les codages par assimilation qui sont faits un petit peu bon an mal an comme ça peut se faire. Donc voilà, essayer à la fois d'encadrer ça et en même temps de permettre cette innovation. Et ça rejoint le point de ce matin, c'est-à-dire de faire aussi confiance au terrain et à la capacité des soignants d'utiliser les innovations qui paraissent répondre à un vrai besoin. Et évidemment, tout ça doit être couplé avec un système d'évaluation qui se base sur les données de vraie vie, d'où l'importance notamment pour les actes de les tracer et de pouvoir ensuite capitaliser sur les données observationnelles et les nouvelles méthodologies pour pouvoir faire de l'évaluation et avoir finalement une connexion entre les besoins des patients, les innovations et les systèmes d'évaluation. Et puis peut-être un autre levier sur lequel on essaie de travailler, c'est évidemment les achats innovants. Aujourd'hui, on a des organisations avec les acheteurs hospitaliers, les centrales d'achat qui sont bien structurées. Les achats hospitaliers représentent des sommes considérables qui méritent également qu'on capitalise pour permettre à la fois d'être un levier complémentaire des subventions et des fonds propres pour les porteurs de projets, et puis qui doivent permettre aussi aux établissements de santé d'avoir accès à un certain nombre d'innovations pour lesquelles le cadre n'est pas encore complètement adapté, pas encore complètement mûr, et donc de permettre de tester un petit peu en conditions réelles. Alors, évidemment avec les enjeux de sécurité qu'on connaît bien, mais je pense que c'est absolument pas incompatible. Pour permettre, là encore, de l'évaluation. Et à ce titre, on parlait des tiers-lieux ce matin, tiers-lieux d'expérimentation, c'est effectivement un outil extrêmement puissant pour, encore une fois, permettre au terrain d'explorer tout ce champ des innovations dans le domaine de la MedTech et des actes. Merci beaucoup, Lise. Et effectivement, sur ces tiers-lieux, on a la chance d'en porter un à la paix côté chirurgie, de le mettre en place progressivement. Ça fait partie des choses qui peuvent apporter des formes de réponse. Amis investisseurs, bonjour. Bonjour Rémi. Alors, sur ces questions-là, comment vous prenez ces sujets? Peut-être d'abord, juste de votre point de vue, comment se porte la filière MedTech en France? Et puis par rapport à tout ce qui vient d'être dit, quel est votre regard sur les voies d'amélioration? C'est notre sujet collectif. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Donc pour répondre très rapidement à la première question, la filière MedTech en France se porte très bien. Il y a évidemment des tonnes de choses à améliorer, mais on a quand même un environnement qui est dynamique, qui manque certainement de présence de centres de R&D de gros industriels pour un petit peu avoir plus de talents disponibles pour les startups que nous on souhaite à financer derrière.
Pour revenir sur le cadre réglementaire, moi je voudrais donner une idée très simple, qui est que nous investisseurs, et pour la petite partie, voilà, la petite influence qu'on peut avoir, on n'investit simplement pas sur un environnement réglementaire incertain ou changeant. C'est juste un deal breaker pour nous et on passera sur le dossier sans aucun problème. Donc je pense que c'est important à garder en tête. On investira sur des dossiers où donc par exemple pour les dispositifs médicaux connectés qui intéressent évidemment énormément et où le cadre réglementaire est en construction, là on peut commencer quand même à avoir des pistes de lecture et donc le confort commence à monter et voilà, il y a une philosophie d'investissement en tout cas qui commence à se développer là-dessus. Le sujet c'est plus la scalabilité de ces projets à l'heure actuelle. Merci beaucoup. On continue notre petit tour de table. Stéphanie, c'est ton tour. Il fallait bien que ça arrive. Côté Harris, vous avez sous ton contrôle lancé il n'y a pas très longtemps un petit AMI pour essayer d'accompagner un certain nombre de projets et donc du coup de débloquer ceci, de débloquer cela, bref, jouer un peu les bonnes fées sur ces projets-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dire si tu en tires quelques leçons un peu généralisables à ton sens? Prends mon micro si tu veux. Merci beaucoup. Donc effectivement, nous, on est positionné beaucoup plus en amont de ces aspects réglementaires, mais sur le même constat qui est comment tirer parti du potentiel français pour la medtech. On est parti de deux constats qui avaient deux grandes forces, c'est-à-dire une recherche excellente et puis des données de santé vues comme un trésor, et comment finalement, avec ces deux données, comment est-ce qu'on pouvait stimuler l'innovation, des nouveaux... en fait, exactement des nouveaux projets qui allaient cibler les ruptures de parcours de soins. On avait un cahier des charges qui était assez précis et avec l'idée d'accompagner 5 projets qui allaient en plus nous permettre de capitaliser effectivement sur leurs difficultés pour pouvoir ensuite identifier des briques pour les aider et pour pouvoir structurer cette filière. Mais je le redis juste, nous on est vraiment sur les aspects de recherche et du début des projets, hein. C'est-à-dire on n'est pas pour l'instant dans les aspects réglementaires, on est sur plutôt de l'animation. Et donc l'appel à manifestation d'intérêt qu'on a lancé avait la particularité d'être un consortium public-privé avec le HDH, avec la Fondation de l'Université Paris-Cité, avec la PHP, mais aussi avec des associations professionnelles et puis des grands industriels que nous représentons et qui est piloté par Janssen et GE Healthcare. Donc on en a sélectionné 5 projets, dont un qui sera présenté et qui va intervenir demain, qui tous ont la spécificité d'exploiter des données pour cibler des ruptures dans le parcours, comme je l'ai dit, et de tout type. Donc on en a par exemple celui, je fais un peu de pub parce qu'il présente demain, qui cible sur les ovaires polykystiques. On en a sur un autre qui est porté par MedExprime, qui est plutôt sur les problématiques de cardiotoxicité dans les immunothérapies. Et donc, on les a suivis pendant 9 mois. Donc, c'est un accompagnement qui n'était pas financier. C'est un accompagnement de type bonne fée. Mettons-nous tous ensemble, penchons-nous sur le berceau de ces projets pour voir ce qui bloque et comment est-ce qu'on peut les aider. Et effectivement, on arrive à la fin de l'accompagnement et on se rend compte que ce qui bloque, il y a une partie du réglementaire, mais du réglementaire très amont, c'est-à-dire une très mauvaise anticipation. Nous avons un projet qui s'était trompé dans la classe de DM, donc notre partenaire du SNITEM a pu l'accompagner. Nous avons aussi des projets qui est bloqué par les accès sur des données, donc qui rejoint exactement Monsieur Xavier Drey, enfin le professeur Xavier Drey sur la table ronde précédente avec comment est-ce qu'on accède aux données de cohorte, comment est-ce qu'on accède aux données du SNDS, quel modèle économique. Et puis un dernier qui a plutôt des difficultés sur créer des liens avec des équipes de recherche publique. Donc on a finalement ciblé comme ça 3 sujets sur lesquels on voudrait développer des briques dans une deuxième étape de cet appel à manifestation d'intérêt. Toujours de façon très collégiale, un petit peu avec, de façon peut-être un peu expérimentale, mais en se disant voilà, on se met tous autour de la table et on essaye. Donc pour les accès aux données, donc on travaille avec les services de la PHP, on est beaucoup accompagné par le HDH.
Pour les dispositifs médicaux, ça va être faire des ateliers, développer. Et bon, je vous en ai parlé, c'est dommage pour la recherche académique, on a plus de difficultés parce qu'on a... la recherche académique, c'est ce que je connais le mieux et c'est hélas ce dont j'ai le moins de solutions. Donc je suis un peu démunie parce que finalement c'est très divers. Les expertises sont très diverses et on peut avoir des besoins aussi bien de SHS que techniques. Donc pour finir, c'est effectivement tous ces points-là qu'on essaye d'accompagner en débloquant, en mettant des solutions et surtout ce qu'on se rend compte, c'est que pour développer les potentiels medtech, même avant les rencontres de problèmes réglementaires, pour simplement avoir déjà augmenté les innovations, augmenter leur nombre, les idées, ce qu'il faut, c'est des surfaces d'interaction, des échanges, des accompagnements, donc effectivement les tiers-lieux, ce qui a été présenté aussi dans la table ronde précédente qui était effectivement très intéressante sur toujours le parcours du professeur Dre sur toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer et sur l'accompagnement qu'il faut avoir et l'augmentation des surfaces d'échange. Donc nous on essaye de le faire à notre petite échelle parce que c'est des choses qui sont très difficilement... sur lequel j'ai même du mal à imaginer comment une montée en échelle. Et puis parallèlement, pour revenir sur ce que disait Lise, pardon, excuse-moi, à la fin de la journée, je suis confuse. Aussi sur les données qui restent quand même un des sujets majeurs d'innovation, de continuer à travailler avec vous pour effectivement faire reconnaître la donnée sur ces axes, sur les nouvelles méthodologies d'essais cliniques, tout ça pour pousser des nouveaux systèmes. Mais alors, par contre, on est vraiment en amont du réglementaire. Merci beaucoup. On commence à s'acheminer lentement vers la fin. Un sujet d'horaire d'arrivée du directeur général, donc je suis très attentif au déroulé de table ronde. Peut-être avant de traiter les éventuels repentirs, après ce petit tour de table, je refais un petit passage par le Québec. Des réactions, Alain ? Des réactions intéressantes, je dirais intéressant ce qui est en train de se développer ici, peut-être rapidement pour faire une mise en perspective par rapport à ce qui se fait au Québec aussi. Dans les dernières années, le Québec a créé un bureau de l'innovation au sein même du ministère de la Santé et il est clair que ce bureau de l'innovation, en tout cas, avait à ses débuts comme mandat de faciliter l'intégration des innovations dans le système de santé québécois. Et vous savez, l'intelligence artificielle, de manière générale, en particulier le deep learning, est une force dans beaucoup de provinces canadiennes. Au Québec, on a la chance d'avoir le gourou, avec Yoshua Bengio, le gourou du deep learning. Mais d'un point de vue plus santé, donc il y a des initiatives qui ont été lancées par plusieurs universités. Donc au niveau de la recherche, le focus, il y a eu énormément d'argent d'ailleurs qui est investi par le gouvernement. On parle d'environ un peu plus d'1 milliard de dollars sur 4 ans entre 2016 et 2020. Mais ce qu'on remarque maintenant, c'est qu'on se dirige de plus en plus vers des appels à solutions. Donc on a une structure qui est assez intéressante au Québec qui s'appelle les regroupements sectoriels de recherche industrielle, donc des consortiums de recherche qui regroupent finalement des partenaires académiques du milieu de la recherche et le clinique. Et l'idée, c'est que ces consortiums dans différents domaines d'activité, donc pas uniquement en santé, mais le consortium MedTech est celui qui a cette expertise-là au niveau des technologies de la santé, lance finalement des appels à solutions pour répondre à des problématiques directement d'établissements de santé, d'hôpitaux. Donc ça, c'est une initiative qui est à surveiller, je pense, dans cette idée-là d'échanger les bonnes pratiques d'une région à l'autre. Voilà. Juste avant de repasser la parole à nos intervenants pour une dernière pensée, juste un commentaire sur ta question sur la relation avec la recherche académique et puis les exemples que mentionnait Alain, mais sauf que je suis retourné au Québec il n'y a pas très longtemps. Ce qui m'a frappé, c'est la capacité, alors c'est un exemple très précis, c'est à Sherbrooke, donc c'est pas exportable, mais j'étais très frappé de voir à quel point il y avait autour des acteurs universitaires en fait des espaces très structurés et très complémentaires. Typiquement en microélectronique et sous le contrôle de Stéphanie, mais un des sujets sur lesquels les amis de Sherbrooke ne sont pas mauvais,
et aujourd'hui en quantique, tu as à la fois des espaces, des plateformes académiques ouvertes à la recherche partenariale, juste à côté des plateformes qui, elles, sont faites pour passer dans des phases de pré-industrialisation, avec les mêmes équipements, dans des espaces distincts, de tailles différentes, mais à proximité. Là où nous, sous votre contrôle collectif, on essaie de faire tout ça. Enfin, d'une part, la deuxième partie disparaît un peu, et par ailleurs, on n'a pas cette capacité à la fois poser les choses à côté les unes des autres de manière distincte mais articulée. Et j'étais très frappé de voir ce modèle-là qui a bien marché sur la microélectronique et que nos amis québécois répliquent à Sherbrooke de manière massive sur le quantique, au point, je le dis toujours, mais ça m'a frappé d'avoir à côté de l'Institut quantique de Sherbrooke ouvert une zone d'innovation avec 10 cryostats ouverts aux startups du secteur. Et cette logique, encore une fois, de plateformes de nature différente connectées m'a paru pas totalement délirante. Puisqu'on arrive donc vers la fin, je vous proposerai volontiers tous les quatre, mais de manière expresse et concentrée, peut-être de partager avec nous une réflexion que vous ne voudriez pas, enfin vous ne voudriez pas partir sans l'avoir formulée. Voilà. Et peut-être du coup en commençant par Rémi qui a pris le micro et en continuant le long de la banquette, des banquettes. Pardon. Tout à fait. Et puis pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, ce genre d'appel à projet d'une telle valeur peut vraiment encourager certaines startups qui peuvent s'insérer dedans. Et on voit ce qui est fait par la France sur la thématique des entrepôts de données de santé qui nous intéresse particulièrement en tant qu'investisseurs. On espère que ça va être reconduit et amplifié. Et c'est vraiment le genre de choses qui peuvent faire émerger des champions nationaux et certainement européens derrière. Peut-être pour aller dans le sens, effectivement, encore une fois, hein, je rebondis là-dessus, mais c'est majeur pour nous, dans le sens de cette connexion au terrain et de cette expression de besoin du terrain. Je pense que s'il y avait une direction vers laquelle on aimerait beaucoup orienter davantage encore France 2030 et les appels à projets, les appels à manifestation d'intérêt, c'est aussi ça, c'est aussi que les projets d'envergure puissent vraiment émerger du terrain, peut-être plus selon une logique d'AMI que d'AAP d'ailleurs. Alors il y a évidemment beaucoup de choses qui ont déjà été lancées, hein. On voit avec les IHU, les bioclusters, qui sont des objets qui ont vraiment vocation à connecter, à permettre à ces initiatives vraiment de se lancer avec une dimension aussi à échelle mondiale. En tout cas, voilà, on a en tête aujourd'hui de travailler sur des sujets peut-être avec une vocation vraiment transformante dans le domaine du système de santé, avec notamment des projets autour de la prévention. Et là aussi, on voit bien que l'importance que le terrain et les différentes régions puissent se manifester pour porter aussi des projets extrêmement transformants. Et ça, c'est une logique vers laquelle on aimerait beaucoup aller. Alors, moi, ce que je me dis, c'est que le potentiel français autour des medtech, il est énorme. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent qui est injecté dans ces nouvelles technologies. On voit les BPI en région, on voit le tissu de recherche aussi. Donc, en fait, on a énormément de dispositifs. Alors, on a parfois du mal à s'y retrouver en tant qu'industriel parce qu'il y a beaucoup d'instances. Toujours dans l'objectif de fluidifier, moi j'ai le sentiment qu'en plus on est assez d'accord sur des pistes d'amélioration, de fluidification du système, parce que la réalité c'est que l'arrivée de toutes ces technologies numériques et les barrières, on a parlé de beaucoup de freins d'accès au marché, c'est des barrières qu'on a depuis des années. C'est juste que c'est exacerbé par l'effervescence de ces dispositifs médicaux numériques. Donc il est urgent de se poser tous ensemble et de trouver des solutions. Et moi j'ai le sentiment que quand on discute, on a parlé des actes traçants, de l'ouverture du SNDS, de la fluidification de la création des données. Enfin, en fait, on est d'accord, tous les acteurs sont d'accord. Donc moi j'appelle de mes vœux à ce que maintenant ça soit transformé en acte, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on est tous d'accord sur les actions à mener. Oui, je crois que je voudrais finir effectivement sur cette note positive. Je pense qu'avec les IHU, les bioclusters, les tiers-lieux, on voit quand même émerger des structurations, des réponses qui correspondent à des bilans qui ont été faits. Même pour les bioclusters, les IHU, on peut remonter pas si loin, mais au rapport Suzanne Berger qui disait effectivement qu'il fallait augmenter ces surfaces.
Et c'est très positif. Alors effectivement, il reste des freins. Effectivement, on a toujours améliorer des problèmes, des processus un peu administratifs. Si je reprends ma casquette pour faciliter les liens entre la recherche publique et la recherche privée, essayer effectivement de fluidifier ces aspects un peu contractuels. C'est pas un message. Par exemple, entre les tutelles, on connaît avec Nicolas de vie antérieure ces problématiques, mais en tout cas vraiment quelque chose de très positif, un vrai potentiel, et puis une structuration France Santé 2030 qui s'est saisie avec l'appel à projet sur les EDS, avec effectivement tous ces nouveaux campus qui émergent, et puis une volonté d'avoir des campus qui deviennent surtout avec une visibilité internationale. Parce que là, pour reprendre ma casquette de porte-parole des industriels adhérents de l'ARIS, qui sont des filiales, la problématique vraiment, c'est comment est-ce qu'on montre à l'international, aux maisons mères, qu'on a des écosystèmes de dimension internationale, de excellence internationale, pour capitaliser sur les investissements. Je suis d'accord, je finirai par ça. Je trouve qu'on a cette question de la visibilité, et puisqu'on est au centre de Paris, si on regarde juste simplement ce qu'il y a comme atout sur la rive gauche, je connais même juste la rive droite, sur la rive gauche, si vous additionnez tout ce qui est présent en termes académiques, en termes médicaux, y compris sur le plan des acteurs économiques, on a juste un potentiel qui est absolument ahurissant en réalité. D'accord, donc note positive pour finir. On est tous d'accord, on sait où il faut aller, et donc nécessairement on va y aller. Je pense que c'est une assez bonne conclusion. Merci infiniment à tous.